Bonjour, mais quel dommage. Sens Politique n'existe que depuis une dizaine de semaines. Imaginez le champ du possible si nous avions commencé cette émission un peu plus tôt, disons au XVIe siècle. Jean-Dame Bazin, qui prépare avec moi le rendez-vous, se serait par exemple démenée pour qu'on ait Henri IV en studio. Elle aurait convaincu le communicant du roi, Séguéla le Hardy, de l'intérêt d'une invitation sur France Culture. Henri serait venu en carrosse officielle. On aurait prévenu la sécurité de la maison de la radio, porte A, pour qu'elle remonte le pont-levis après son arrivée, car c'est une personnalité quand même, et qui n'a pas que des amis. Au fil des minutes, Monsieur IV se serait détendu. Oui, c'est ça, il aurait fendu l'armure. Sa naissance à Pau, sa passion tout au long de sa carrière pour l'Europe. Il se sentait aussi bien de France que de Navarre, favorable à l'ouverture des frontières avec l'Espagne évidemment. Puis sans jamais oublier le Béarn, il monte à Paris à mesure que son destin devient national. L'entendre nous expliquer comment il fait le siège de Vendôme en 1589 et en devient duc. Protestant encore, il se convertit au catholicisme, prenant part à ce qu'on appelle alors la conjuration des malcontents, un groupe de nobles catholiques et en même temps de nobles protestants mécontents de la politique du gouvernement. Henri IV, on l'aurait aussi interrogé sur le sens de ses choix structurels pour l'avenir du pays, réputé qu'il fut pour ses plans visionnaires. Et comme nous sommes des gens délicats sur France Culture, je me serais abstenu d'évoquer devant lui son assassinat rue de la Ferronnerie dans le 1er arrondissement de Paris, tandis qu'il se rendait avec son carrosse non blindé au Palais du Louvre. Voilà. Bon, faut pas regretter, parce qu'en fin de compte, Henri IV, il n'a pas non plus le monopole du destin béarnais. Il ne l'a pas. Regardez notre invité du jour dans Sens Politique. Lui aussi, il est né presque à Pau. 16 km à vol d'oiseau. Lui aussi, européen engagé, il préside même depuis 18 ans le Parti démocrate européen. Lui aussi rejoint Paris et ses palais de pouvoir. Lui aussi est réputé protestant. Protestant contre Jacques Chirac, contre Nicolas Sarkozy, contre François Hollande. Il tente donc lui aussi plusieurs fois, logiquement, sa propre conjuration du malcontent en se présentant à la présidentielle de 2002, 2007 et 2012 pour rassembler gens de droite et en même temps de gauche. Puis lui aussi se fit moins protestant, il proteste moins en 2017, se convertissant au macronisme et prenant d'assaut lui aussi Vendôme, précisément la place Vendôme pour y devenir garde des Sceaux. Et désormais, comme Henri IV, lui aussi est connu pour son sens de la prospective, c'est même l'une de ses activités puisque le voilà depuis 2 ans haut commissaire au plan. Mais voyez comme on apprend des erreurs de ses aînés, je parierais que notre invité béarnais du jour ne passe jamais, lui, par le quartier des Halles lorsqu'il se rend au palais de l'Élysée. François Bayrou, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans Sens Politique, haut commissaire au plan, ce plan qui a navigué comme il a pu, au fil de l'eau, parfois à contre-courant depuis sa création en 1946 par le général de Gaulle. On a commencé par l'appeler le commissariat général au plan ou du plan, chargé de proposer à titre indicatif des plans quinquennaux et ainsi définir la planification économique du pays à la sortie de la guerre. Votre prédécesseur d'alors, François Bayrou, s'appelait Jean Monnet. Et lui-même expliquait qu'il s'agissait d'une fonction indéfinissable. Alors, est-ce que vous voulez bien, 76 ans plus tard, François Bayrou, relever le défi et nous donner le sens de cette fonction, du moins telle que vous l'occupez depuis 27 mois ? Alors, comme vous le rappelez à juste titre, beaucoup de choses ont changé. Et le plan aussi, en tout cas l'idée qu'on se fait du plan. L'idée du plan après la guerre, c'était un peu un plan à la soviétique, c'est-à-dire un État tout-puissant qui était chargé de reconstruire la France avec l'aide des États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le plan Marshall, c'est-à-dire ces milliards de dollars apportés par les États-Unis, pas à fond perdu, parce que quand vous donniez de l'argent aux agriculteurs français pour acheter des machines agricoles et que les seuls fournisseurs de machines agricoles étaient les États-Unis, vous ne perdiez pas tout. Loin de là. Mais enfin bon, c'était l'idée qu'un pouvoir central pouvait définir l'avenir du pays, sa reconstruction et ses étapes. Et puis on s'est aperçu évidemment que chaque fois qu'on centralisait, il y avait des erreurs, et puis la mode a profondément changé, et on est arrivé au fil du temps à l'idée que il fallait pas planifier, que la vie, que les affaires, que les investissements privés définiraient mieux l'avenir qu'une vision plus centralisée. À l'époque, Jean Monnet devait établir des plans quinquennaux. Oui. Aujourd'hui, ça s'appelle des notes. Oui, parce que c'est des notes stratégiques. C'est ça le but. Problème par problème.
Alors évidemment, ça n'a plus du tout la portée que ça avait à l'époque. Mais cependant, j'ai toujours été persuadé, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour convaincre le président de la République qu'on devait reconstruire quelque chose de cet ordre. J'ai toujours été persuadé que à avoir trop le nez sur le guidon, comme on dit pour les cyclistes, ou dans une autre manière de s'exprimer, à ne voir que l'arbre qui cache la forêt, l'arbre de l'immédiat, l'arbre de l'urgence. On se trompait. Et on s'est trompé à de nombreuses reprises en raison de cette courte vue en France. Je vais prendre un exemple simple. Peut-être je publierai un jour un livre que j'ai déjà écrit sur ce sujet. L'établissement du numerus clausus en médecine. Le fait qu'on a décidé qu'il fallait limiter, contingenter le nombre de médecins en France. Nous en payons le prix aujourd'hui, et le prix le plus cher. Un grand pays médical comme la France, réputé dans le monde entier, et qui se trouve tout d'un coup face à une pénurie de médecins, incapables de fournir des soignants à la propre société française. C'est une erreur majuscule, et c'est une erreur qui est due à l'absence de planification. Donc là, c'est un constat. Quelle prévision, quelle préconisation? Alors, évidemment, on ne peut plus décider à la place de la société française, parce que la France est un pays ouvert. Mais il y a des choses, il y a des sujets stratégiques qu'on doit prendre, et nous l'avons fait de la manière la plus, j'allais dire, la plus honnête possible, en donnant sur chacun de ces sujets une stratégie, ou en proposant une stratégie lisible par tout le monde. Ça n'est pas des tableaux Excel multipliés, des statistiques à perte de vue. C'est un constat et une vision stratégique pour chacune des sujets. Je vais en prendre quelques-uns. On va en choisir un ou Oui. deux. Vous avez l'électricité, la démographie, lequel on choisit? Allez, on en prend. L'électricité, c'est très simple. Je crois que la note stratégique que nous avons publiée sur l'électricité a joué un grand rôle dans le changement de perspective qui a été celui de l'exécutif en France. Jusqu'à cette note, le nucléaire s'était banni. Tout le monde disait qu'on allait vers la suppression du nucléaire. Et puis, nous avons conduit une analyse qui est assez simple et que je vais refaire devant vous en quelques phrases. Si le but, c'est la confrontation entre énergie et climat, les engagements que nous avons pris, à juste titre, c'est de baisser la quantité de gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère, et notamment du CO2. S'il faut baisser le CO2, alors il faut exclure l'électricité produite avec du gaz, du pétrole ou du charbon. Donc, il faut aller vers du renouvelable. Or, il se trouve qu'en raison de la situation géographique de la France en particulier, renouvelable, que ce soit hydroélectricité, que ce soit éolien, que ce soit photovoltaïque, ce renouvelable-là, en tout cas pour éolien et photovoltaïque, il a une caractéristique, c'est qu'il est intermittent. Parce qu'il ne fait pas tout le temps soleil, et il n'y a pas tout le temps du vent. Et donc, s'il est intermittent, il faut un complément. Ce complément, on l'appelle, pour des raisons que vous comprendrez aisément, pilotable. La production d'électricité pilotable. Quand il n'y a pas d'électricité produite par le vent ou le soleil, on injecte de l'électricité et il faut une autre source. La seule source qui n'émette pas de gaz à effet de serre disponible, en dehors de l'hydroélectricité, la seule source, c'est le nucléaire. Et ça a changé la vision. Au lieu d'opposer nucléaire et renouvelable, on a compris, et je crois que la note du plan a joué un très grand rôle, on a compris que pilotable, c'était le complément nécessaire du renouvelable. Et donc, ça a changé la vision et ça a permis de reprendre tard, après 15 ans ou 20 ans d'ignorance,
d'ignorance du sujet, ça a permis de reprendre tard un programme électronucléaire qui nous permettra, avec la crise énergétique que nous vivons, un jour d'être plus autonomes. Votre rôle en 2022, comme en 46 du reste, est consultatif, hein, je le rappelle. Est-ce que c'est pas par hypothèse assez frustrant pour quelqu'un qui, comme vous, François Bayrou, a été 4 fois ministre et 3 fois candidat à la présidentielle? Non, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. N'est-ce pas une de nos forces, c'est que nous ne sommes pas partie prenante des combats, souvent de clans, qu'il y a autour de la décision politique. Je plaide pour l'impartialité. Et ça, c'est nouveau, hein. Vous n'êtes pas rattaché au gouvernement alors que vos prédécesseurs depuis 46 l'étaient. Oui, j'ai beaucoup insisté sur ce sujet. Je suis pas sûr que ça m'ait rendu populaire partout, mais j'ai beaucoup insisté Mais vous en faites pour quoi de cette liberté? pour être rattaché directement au président de la République. Parce que je considère que la fonction dans nos institutions, qui est celle du long terme, c'est la fonction présidentielle. Et puis, ça permet d'être plus libre vis-à-vis des décisions gouvernementales. Le gouvernement, les ministres sont toujours pris dans un entrelacs de pression. Et il est plus intéressant pour moi d'être un peu en retrait de ces pressions-là. Et donc, je transmets évidemment de notes stratégiques, mais je ne les soumets qu'au président de la République. François Rebsamen, le maire de Dijon, socialiste, Macron compatible, ancien ministre du Travail, répond ceci dans l'hebdomadaire Le Point, à paraître cette semaine, quand on lui demande pourquoi il n'a pas voulu entrer au gouvernement. Parce que je ne suis pas fait pour être dans un gouvernement aujourd'hui, et puis les ministres, c'est plus que c'était, ce sont plutôt des chargés de mission. Est-ce que le prix de la liberté, François Bayrou, pour un acteur de la chose politique au sens le plus noble qui soit, c'est pas en fin de compte devoir rester à l'extérieur du pouvoir exécutif? On ne sait pas, le temps est long. J'ai en effet, comme vous dites, postulé à la fonction présidentielle et au moins une fois en approchant d'assez près le succès. Heu 2007, un peu plus de 18%. et donc bon, et puis il y a des moments, comme ça, un peu d'éloignement et puis d'engagement dans l'action. Et je n'ai jamais écarté l'engagement dans l'action. Je pense qu'au contraire, c'est ce qui donne sa dignité à l'action politique. Mais comme par ailleurs, j'ai une fonction exécutive locale dans la ville, la région, le pays qui est le mien, ça fait une vie assez équilibrée. Le dernier commissaire au plan avant vous fut le regretté Alain Etchegoyen, philosophe choisi en 2003 par Jean-Pierre Raffarin. Il a tenté de rénover l'institution et je me souviens de la violence dont il témoignait et qu'il décrivait dans un livre au titre glaçant, Votre devoir est de vous taire. Cette phrase-titre, Etchegoyen l'attribuait au Premier ministre Dominique de Villepin. Vous, le commissaire au plan, votre devoir est de vous taire. Finalement, Dominique de Villepin a carrément supprimé la fonction en 2006. Emmanuel Macron l'a recréée en 2020 pour vous la confier. Est-ce que vous êtes certain, François Bayrou, d'être à l'abri de ce genre de rappel à l'ordre? Absolument certain. Absolument certain pour beaucoup de raisons. C'est que, comme vous l'avez rappelé, je me suis entouré de précautions. La première de ces précautions, c'est que je ne rends compte qu'au président de la République et pas au gouvernement. Parce que cet affrontement entre Alain Etchegoyen, que j'aimais beaucoup, et Dominique de Villepin, cet affrontement-là, il s'est déjà produit. Et Jean Monnet raconte tout le temps dans ses mémoires le conflit qu'il y avait avec le gouvernement. Les gouvernements, les ministres n'aiment pas que quelqu'un interfère avec la décision exécutive. Ils n'aiment pas que quelqu'un pose les pieds sur le précaré qu'ils considèrent être le leur. Je crois qu'ils se trompent. Je pense qu'on apprend beaucoup quand d'autres viennent précisément sur le champ qui est le vôtre pour apporter des idées ou un regard critique ou ce que je ne fais pas. Donc oui, je suis sûr que je ne suis pas exposé à ce risque. J'ajoute que j'ai pris une autre précaution. J'ai décidé d'exercer cette fonction bénévolement, intégralement bénévolement, ce qui me donne une certaine liberté. Vous vous êtes par ailleurs donné la mission presque don quichotienne de vous bagarrer non pas contre des moulins à vent, mais contre des structures de l'État, ce qui revient peut-être au même, qui considèrent les citoyens comme une gêne dans la gestion du pays.
Ce sont vos mots. Là encore, François Bayrou, qu'est-ce qui factuellement vous conduit à cette analyse? Et en bon commissaire au plan, haut commissaire au plan, qu'est-ce que vous préconisez pour que le citoyen devienne ou redevienne à minima un acteur, voire un partenaire des structures de l'État? Euh, c'est un des combats de ma vie. Euh, vous avez rappelé le milieu social d'où je viens et même le milieu géographique d'où je viens, c'est-à-dire loin des cercles de pouvoir parisiens. Et je me suis toujours tenu soigneusement à l'écart des, comment je peux dire, des clubs, des amicales, des réseaux qui, à Paris, structurent le pouvoir. J'ai toujours refusé d'y participer. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas appartenir au cercle, on dirait en anglais, des in, des gens qui sont dans le pouvoir, qui sont bien dans le pouvoir. On pourrait dire les premiers de cordée, on pourrait dire la France d'en haut. Et moi, je me sens plutôt des out, même si je connais un peu le cercle des in. Et donc, j'ai toujours refusé. Par exemple, j'ai été élu il y a 30 ans, très jeune, au siècle. J'y suis allé une fois parce que les gens qui m'avaient élu sont des amis chers à mon cœur. C'est un club C'est un parisien. Où tous les pouvoirs se rencontrent. J'y suis allé une fois et j'ai dit à celui qui m'y avait engagé, j'ai dit, écoute, je suis venu une fois mais je ne viendrai plus. Parce que je ne veux pas appartenir au cercle privilégié. Peut-être c'est une espèce d'orgueil de ma part, mais je tiens à être à l'extérieur pour avoir la liberté du regard. France Culture, Sens Politique, Arnaud Bousquet. Dans cette émission, François Bayrou, nous nous appuyons à 3 reprises chaque semaine sur des archives sonores pour illustrer, comprendre le sens de l'engagement et de l'action politique de nos invités. Je vous propose de commencer, puis ça a peut-être un lien d'une certaine façon à ce qu'on vient d'évoquer sur le club et la centralisation du pouvoir par l'extrait que vous avez choisi de partager avec nous sur France Culture. Nous allons l'écouter et ensuite vous nous direz pourquoi vous souhaitiez nous faire découvrir ou redécouvrir cette archive dans Sens Politique. François Bayrou, on vous laisse d'abord nous la présenter. C'est le général de Gaulle, c'est le 30 mai 1968. C'est un moment dramatique de l'histoire du pays parce qu'il a failli quitter le pouvoir. Il s'est même enfui. Il est parti à Baden-Baden. La veille. La veille. Et il revient en hélicoptère et il décide de parler à la radio. Et voilà ce qu'il dit. Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Charles de Gaulle. Alors le Premier ministre évoqué à l'instant, c'est Georges Pompidou. Le coup de poker est gagnant puisque c'est un raz-de-marée pour les candidats gaullistes dans les législatives qui suivent cette dissolution. Il va quand même changer de Premier ministre. Couve de Murville entre à Matignon et Pompidou en sort et va se préparer à la succession de Gaulle qui aura finalement lieu 1 an plus tard. Quel est le sens de votre choix d'archives, François Bayrou ? Je vous raconte, j'ai à peine 17 ans. Je viens de fêter mon anniversaire. Je suis en terminale. Je viens d'être élu représentant des lycéens de mon lycée. C'est un souvenir délicieux pour moi. Représentant au comité d'action lycéen. J'ignorais cordialement ce qu'étaient les comités d'action lycéens. Et vous étiez élu. Mais j'étais très content d'être élu. Et
Et c'était une ambiance révolutionnaire que d'ailleurs les enseignants entretenaient auprès de nous parce qu'ils devaient imaginer qu'ainsi ils allaient pouvoir mettre une partie de leur empreinte sur la suite des choses. Et c'était effervescence, ébullition, on ne savait pas où on allait. Et j'ai écouté cet extrait avec mon père, dont je ne savais pas qu'il allait mourir peu de temps après, et ma mère, sur un petit transistor noir et jaune, sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, il y avait du soleil, 30 mai, sur la cour qui, comme la cour des fermes béarnaises, est pavée de galets. Il y avait des animaux. Et il a commencé à parler et j'ai découvert quelque chose qui ne m'a plus jamais quitté. Quel était le poids de l'autorité? C'est-à-dire quelqu'un qui jusqu'à une minute avant était remis en question gravement par tous les mouvements d'opinion. Et il suffisait qu'il parle à la radio, il avait choisi la radio, pas la télévision, pour renouer avec le De Gaulle de 40, De Londres. de juin 40 et de Londres. Et à la minute où il a fini de parler, je crois que la locution a duré 4 minutes et quelques. À la minute où il a fini de parler, c'était fini. Le sens physique des choses, que le jeune garçon que j'étais et qui découvrait tout ça avec tous les enthousiasmes et tout l'allant de cette adolescence à peine finie, a compris que c'était instantanément fini. Et je n'ai jamais oublié ce qu'une parole d'homme est capable de faire pour changer les choses devant un événement historique. Et pour moi, cette idée que, au fond, les hommes sont capables de modeler l'histoire ne s'est jamais effacée. Dissolution, il s'agissait de ça. François Bayrou, vous avez servi, je crois que vous resterez avec ce record pour un long moment, vous avez servi dans des gouvernements sous 4 présidents de la République différents. Vous êtes chargé de mission au ministère de l'Agriculture dès 1974 et l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'Éducation nationale sous François Mitterrand et Jacques Chirac, et plus récemment, quelques semaines, ministre de la Justice à l'entrée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc vous avez personnellement fait les frais d'une dissolution, celle de 97, par Jacques Chirac. Vous allez, un an plus tard, prendre la présidence de l'UDF. Vous êtes à ce moment-là conseiller, vous étiez secrétaire national? Non, on appelait ça président? Je suis devenu président du centre du CDS de l'époque, qui s'est transformé après, y compris en UDF, et j'ai pris cette présidence en 94. Et alors, le sens du positionnement d'un centriste à ce moment-là, François Bayrou, ça veut dire quoi? Oh, ça veut dire 2 choses qui sont pour moi capitales. Première chose, il n'est pas vrai que la vie d'une société, la vie des familles ou des personnes se divise en 2 parties, gauche et droite. Cette bipolarisation est une manière de tromper les électeurs et de tromper la vie de la nation. Ça, c'est la première chose. Et donc, le centre, c'est le choix de refuser le simplisme de la bipolarisation. Et il y a une deuxième chose, c'est que le centre garantit le pluralisme. Si on refuse la bipolarisation, alors on entre dans un autre univers qui est le pluralisme. Et on a droit à des opinions ou à avoir le kaléidoscope des opinions. En France, il y a aujourd'hui, je dirais, il y a 6 grands courants d'opinion. Alors certains se divisent entre eux, mais il y a 6 grands courants d'opinion. L'extrême gauche, le Parti socialiste, les Verts, le centre, LR, disons, la droite de gouvernement et l'extrême droite. 6 grands courants d'opinion. On a droit aux 6. Et peut-être d'autres viendront, parce qu'ils apporteront un regard différent sur les choses. Vous allez, François Bayrou, vous affranchir de l'étiquette de centre droit
au fil des ans. C'était Absolument. l'étiquette de l'UDF à l'époque. Parce que si vous êtes obligé de mettre un adjectif, c'est que le nom ne compte plus. Donc, en 2007, l'UDF est morte, vive le MoDem. Le contenu a aussi beaucoup évolué puisqu'il n'y a plus cette étiquette de centre droit. En quoi votre centrisme, celui du MoDem, celui de votre triple candidature à l'Élysée 2002, 2007, 2012, est-il différent du macronisme de 2017 ? En d'autres termes, Il n'est pas quelles différent. circonstances ont permis à Emmanuel Macron de réussir dès la première tentative où vous avez échoué ? Ben voilà, on peut être précurseur, et puis après d'autres viennent, et puis on peut continuer à se battre ou à partager le combat. C'est la même idée. Elle n'a pas été exprimée de la même manière, et surtout, peut-être, les temps étaient mûrs, et la personnalité même du président de la République a rendu possible ce succès qu'on avait effleuré 10 ans avant. Mais sur le fond, je vous fais une confidence. J'ai très souvent parlé avec le président de la République. Je n'ai jamais eu de divergence stratégique avec lui. Et je n'ai jamais eu de différence d'analyse avec son regard sur la société française. On n'en a pas toujours tiré les mêmes conclusions, on peut avoir des nuances, mais je dirais que sur le fond, celui des présidents de la République que j'ai vu qui est le plus proche de cette aspiration, c'est lui. Il est même, si j'ose dire, un peu plus proche que Giscard ne l'était. Parce que Giscard, il venait de la droite, et même d'assez à droite dans le parcours personnel qui était le sien, Algérie française, ou en tout cas l'attachement de l'Algérie française. Et donc, Emmanuel Macron est plus stabilisé au centre. Vous dites 10 ans avant. Donc 10 ans avant Emmanuel Macron, c'est 2007. On prépare les élections municipales, les premiers mois d'existence du MoDem et localement, au cas par cas, vous donnez vie à ce qu'on peut appeler désormais le « et en même temps », en faisant partie de majorités de gauche dès 2008 dans des grandes villes comme à Dijon avec François Rebsamen, ailleurs dans des grandes villes majorité à droite comme à Bordeaux. Ce sont les électeurs ou c'est la classe politique qui n'était pas prêt à cette époque-là pour transformer cet essai sur des scrutins nationaux? L'histoire a son rythme. Et le rythme de notre histoire collective, de l'histoire de notre société, n'était pas encore prêt à ça. C'est l'inconvénient d'être précurseur, d'être en avant. Edgar Faure, qui avait sa personnalité, a écrit des mémoires, et le premier tome de ces mémoires s'intitule « Avoir toujours raison, c'est un grand tort ». Et avoir raison en avance, c'est pas un avantage. C'est pas un avantage pour exercer le pouvoir. Après, vous avez des satisfactions, c'est-à-dire que quelques années ou quelques décennies après, vos copains viennent vous voir et disent « t'avais bien raison ». Voilà, j'aurais naturellement, comme tout le monde, préféré que cette justesse d'analyse entraîne les foules pour qu'on puisse aussi exercer le pouvoir directement. Parmi les différents sens presque physiologiques des centristes, l'UDF hier, le MoDem depuis 2007, il y a le sens européen. Oui. Indissociable de votre engagement partisan. Du reste, les personnalités de l'UDF devenant avec l'âge eurosceptiques ont quitté le navire. Et je voulais donc consacrer la deuxième archive de l'émission, François Bayrou, à la question européenne. Extrait en lien avec votre parcours personnel et votre engagement, voici une personnalité politique parmi les plus populaires aujourd'hui. 5 ans après sa disparition, des livres, des documentaires, même un film, il y a quelques semaines. 1979, ce sont les premières élections européennes au suffrage universel direct. Nous sommes le 4 mai 1979, moins d'une semaine avant le scrutin. Antenne 2 organise un débat. François Mitterrand pour le PS, Georges Marchais pour le Parti communiste, Jacques Chirac pour le RPR et voici Simone Veil qui vient juste de quitter le gouvernement de Raymond Barre pour conduire la liste UDF. Je m'étonne un peu de ce qu'a dit M. Chirac. L'Europe miracle est une fumisterie. Et je me demande si ce n'est pas ce qu'il aurait dit il y a 25 ans, exactement dans les mêmes conditions par rapport au projet de traité de Rome. Et cette Europe n'a pas été une fumisterie. Personne ne croit actuellement que l'Europe résoudra tout. Mais en même temps, les gens de bon sens, les gens sérieux savent qu'un certain nombre de problèmes
et c'est déjà le cas actuellement, ne peuvent être réglés qu'au niveau de l'Europe. Les problèmes de protection sociale, nous le savons tous, on ne peut pas aggraver la compétitivité des entreprises françaises si les autres entreprises européennes n'ont pas les mêmes charges. Et on pourrait donner comme ça quantité d'exemples qui montrent bien que les Européens sont intéressés à ce qu'il y ait des solutions au niveau européen. C'est le cas de l'environnement, c'est le cas de l'énergie. Il faut absolument avoir un plan européen en matière d'énergie. C'est le cas de certaines entreprises industrielles. On sait déjà ce que l'Airbus a pu produire et les exemples pourraient être multiples. 6 jours plus tard, la liste UDF qu'elle emmène remporte en France les élections européennes et Simone Veil va devenir la première présidente de ce Parlement européen élue au suffrage universel direct. François Bayrou, votre réaction à ce plaidoyer de Simone Veil pour l'Europe en direct à la télévision et peut-être aussi vos souvenirs à ce moment précis. Vous avez 28 ans et déjà engagé politiquement. Oui. Et plus seulement au lycée. J'ai ressenti, comme je ressens là, que tout est juste dans ces affirmations. Il n'y a pas un seul des problèmes cruciaux qui se posent dans les sociétés contemporaines, et spécialement aujourd'hui où nos pays sont pris dans le retour de la guerre physique sur le continent européen, le retour de la guerre commerciale, le retour de la question des grandes influences sur le choix des pays de dimension moyenne par le nombre. Il n'y a pas un seul des problèmes qui puisse se régler si nous ne continuons pas dans le sens de cette création absolument unique, qui est l'Union européenne. Volontaire, forcée par personne. Elle n'est pas le fruit d'une victoire militaire, elle n'est pas le fruit d'un asservissement ou d'une soumission, elle est la libre volonté des peuples qui décident ensemble de se rapprocher et de s'unir pour faire face aux grandes tempêtes du temps. Lorsqu'en 2007, pendant votre campagne présidentielle, certains sondages commencent à indiquer la possibilité Bayrou au second tour, certains anciens amis de l'UDF, des références et peut-être des mentors, Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil justement, vont jusqu'à des propos d'une grande violence à votre égard, imposture, dira Simone Veil. Est-ce que ce sont des moments qui vous ont marqué, voire blessé ? Ça fait pas plaisir, mais ils étaient fascinés par Nicolas Sarkozy et par les perspectives que Nicolas Sarkozy leur ouvrait. Le problème de ce centre a très longtemps été son tropisme pour aller d'un côté ou de l'autre, et spécialement du côté du pouvoir. Alors c'est pas agréable, mais comme toute ma vie atteste du fait que c'était un engagement fondamental pour moi, à titre de citoyen, ce qui est peu important, ou de père de famille, mais pour ce courant politique-là, dont nous avons fini par prouver que, oui, il était légitime à exercer le pouvoir en France. Donc, j'ai oublié et effacé tout ça. France Culture, Sens Politique. Arnaud Bousquet. Dernière archive sonore, François Bayrou, c'est vous. Un morceau d'interview dont je ne donnerai aucun élément de contexte, même pas la date. Vous ne savez pas pour le moment quelle archive nous avons choisie aujourd'hui dans Sens Politique. Je vous propose de la découvrir sur France Culture et vous allez sûrement à l'écoute la resituer facilement. François Bayrou, on vous laissera donc nous dire dans quelles circonstances vous vous êtes exprimé et le sens, évidemment, de votre intervention. Si Madame Le Pen n'a pas ses signatures, ça pose une question à la démocratie française. Et je propose que les grands courants démocratiques du pays en parlent entre eux. Pour permettre à Marine Le Pen d'être candidate, d'avoir ses signatures. Pour permettre en France au pluralisme d'exister. Une élection présidentielle sans Marine Le Pen, c'est inimaginable. En tout cas, c'est un trouble. Donc je pense qu'il est impossible qu'une formation politique seule, comme la mienne, dise écoutez, on va faire ce qu'il faut, parce que ça ferait manœuvre. Je ne le ferai pas. En revanche, en parler avec les autres responsables politiques pour que le pluralisme ait droit de cité en France, je suis prêt à le faire, s'ils y sont prêts, ce dont je ne suis pas certain. On a reconnu l'accent de Jean-Michel Apathy, c'était sur RTL. Est-ce que vous retrouvez la date, ou en tout cas la période ? C'est la dernière élection présidentielle. Non, c'est l'élection présidentielle suivante, ce qui prouve que vous avez de la constance. Ce qui prouve que je ne change pas souvent d'avis. C'était encore la précédente, 2012. Ah oui, ce qui prouve que je ne change pas d'avis. Je pense que
y compris les courants politiques que j'ai combattus toute ma vie, sans aucune exception, ont droit de citer. C'est ce que je décrivais tout à l'heure à votre micro. Je pense qu'il est légitime que la démocratie respecte et cultive le pluralisme. C'est d'ailleurs désormais inscrit dans la Constitution. Et nous avons joué un rôle important pour que, en tout cas certains de mes amis ont joué un rôle important pour que ce soit inscrit dans la Constitution. Mais concrètement, on est en 2012, qu'est-ce qui a changé 10 ans plus tard? Parce que Marine Le Pen affirme encore que les 500 signatures sont difficiles à obtenir et vous proposez votre parrainage à Marine Le Pen. Elles ont été très difficiles à obtenir. Elle a failli. C'est celle des candidats qui a eu le plus de mal à obtenir les signatures. Comment on sort de ça? Et qu'est-ce que ça aurait eu comme signification une élection présidentielle dont un des protagonistes majeurs aurait été exclu? Est-ce que les Français s'y seraient reconnus? Elle a été au deuxième tour 2 élections de suite. Et pour moi, vraiment, ayant combattu toute ma vie ces idées ou ces arrière-pensées, je soutiens néanmoins qu'il est nécessaire que ces courants politiques soient représentés. Je ne veux pas d'une démocratie qui soit confisquée par... y compris par ceux que je respecte ou que j'aime bien. La démocratie, c'est fait pour que tous les courants politiques puissent se faire entendre. Et après, c'est le combat qui commence. Et ce combat-là doit mobiliser, en effet, toutes les forces, toutes les sensibilités, toute l'intelligence nécessaire. En quelques secondes, justement là-dessus, dans les engagements d'Emmanuel Macron en 2017, quand vous discutez avec lui d'une alliance, il vous garantit la mise en place de la proportionnelle législative. Toujours rien 5 ans et demi après. Est-ce que c'est un engagement non tenu ou ça le sera avant la fin du décennat Je crois que ça le sera. Dernière question. François Bayrou, vous êtes maire de Pau depuis 2014. Vous en avez encore pour 28 ans, si vous voulez battre le record d'André Labarrère. Oui. Quel sens vous donnez à J'ai battu d'autres records, mais je ne pense pas que je battrai celui-là. Allez savoir. Dans cette ville que vous n'avez jamais quittée depuis votre naissance, élu local sans discontinuer à partir de 1982, vous vivez à Bordère, dans le village où vous êtes né. Je le disais en introduction, c'est à 16 km de Pau. Quel sens vous donnez à votre mandat de maire, que celui-ci dure 35 ans comme André Labarrère ou non? Quel est l'enjeu pour une ville comme Pau? Et on précise quand même que les moyens, les urgences sont pas les mêmes qu'à l'époque, Labarrère. C'est une de mes grandes fiertés, comme vous le sentez bien. C'est pas seulement d'exercer un mandat, d'être choisi par ses concitoyens, mais de pouvoir changer le visage d'une ville. Ces temps-ci, il ne se passe pas de journée sans que des concitoyens viennent me voir en disant... On n'est pas toujours d'accord avec vous politiquement, mais ce que vous avez fait pour la ville, c'est formidable. Et je vous invite à venir visiter parce que je crois que c'est authentiquement sensible. On peut voir ce qui s'est passé dans le visage de cette ville, dans ses équipements, dans l'organisation de la cité, y compris l'organisation morale, parce qu'on a lancé par exemple un plan anti-solitude dont, pour moi, l'urgence devrait être constatée partout. On a fait sur le plan de la cité, de l'urbanisme, des grands équipements sportifs, culturels. On a fait des choses qui, je crois, sont tellement fortes que le grand réseau qui s'appelle LinkedIn, que vous connaissez tous, parce que tous les professionnels sont adhérents au réseau. 25 millions d'adhérents en France, 850 millions dans le monde. LinkedIn vient de lancer une grande enquête parmi ses adhérents pour savoir quelle serait la ville où ils souhaiteraient s'installer. Et c'est Pau qui arrive en tête. Sur les 2 études successives, Pau arrive en tête devant Bordeaux, devant Toulouse, devant Nice, devant Marseille.
Et c'est pour moi comme une récompense de voir à quel point une ville dont vous-même avez insinué c'est que pendant très longtemps on a eu le sentiment qu'elle était en déclin et tout d'un coup on découvre qu'elle peut rayonner à nouveau et attirer. Et donc pour moi c'est une grande fierté et ça veut dire une deuxième chose. La plupart de nos concitoyens pensent que la politique ne peut pas faire grand-chose. C'est ça qu'ils pensent. Que c'est des mots, que c'est sympathique parfois, antipathique souvent, mais que ça ne peut pas faire grand-chose. Or, on peut attester quand on réussit à changer le visage d'une ville, qu'en peu de temps, parce qu'on a fait ça en quelques années seulement, qu'en peu de temps, le visage d'une ville peut changer. Alors, Baudelaire a dit une fois pour toutes que la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Il a dit ça après les travaux d'Haussmann à Paris. Mon ambition, c'est qu'on puisse un peu aussi changer le cœur de ceux qui habitent dans une ville. Alors, je n'insinuais pas le déclin de Pau, je vous demandais juste comment passer derrière 35 ans du mandat d'un même homme avec des moyens qui ne sont pas les mêmes, parce que l'argent se fait plus rare, me semble-t-il, si je suis... On a pu remobiliser, Voilà, on c'est a ça. pu faire ce qu'il fallait. Quel visage vous souhaitez donner que votre mandat dure 2, 3, 4 fois Alors, André Labarrère, que vous citez, avec qui j'ai eu de nombreux débats, et qui avait un caractère flamboyant. André Labarrère disait « Pau sera la Florence du XXIe siècle ». Et vous vous en tenez à ça? C'était déjà gonflé. Et moi, je ne me contente pas de le dire, je fais tout ce que je peux pour que ça soit vrai, ce qui est encore plus gonflé probablement que ce qu'André Labarrère exprimait. Merci François Bayrou d'avoir accepté notre invitation à venir partager sur France Culture ce qui fait depuis plus d'un demi-siècle votre sens politique. J'ai commencé l'émission avec la taquinerie d'un parallèle Henri IV, François Bayrou. Je la terminerai donc en rappelant la parution il y a presque 30 ans d'une biographie d'Henri IV que vous avez signée, François Bayrou, Henri IV, le roi et qui libre. continue à se vendre, ce qui est pas mal. Sorti chez Flammarion, oui. Et donc toujours disponible. Voilà pour la trace écrite. Si la trace orale vous intéresse, l'émission d'aujourd'hui ainsi que la collection complète sont à retrouver sur le site franceculture.fr et sur